Tu peux aussi. Ok. Alors, bonjour à tous. Merci de vous joindre à nous pour ce Meetup SNDS. Donc, avant toute chose, je tenais à vous informer que le Meetup sera enregistré pour qu'ensuite on puisse le diffuser sur la chaîne YouTube du HDH. Donc, voilà. Je me présente, moi je suis Agathe Delaune. Je coordonne le pôle Open Science au LZPF et on organise régulièrement des Meetup relatifs au SNDS pour promouvoir les travaux d'ouverture des acteurs de l'écosystème. Voilà. Donc, au programme de ce Meetup, on aura d'abord Alexandre Abraham, data scientist chez Implicity, qui va nous présenter ses travaux sur la sélection de méthodes pour la correction des biais à l'aide de tâches auxiliaires. Puis, on aura ensuite Guillaume Pressia, statisticien au département des données de santé au CHU de Brest, qui nous parlera des communs en santé pour l'information médicale. Enfin, après le meet-up, il y aura un apéritif convivial avec des pizzas. Voilà. Merci à tous et bon meet-up. Merci beaucoup de l'invitation. Je suis donc Alexandre Abraham. Je travaille chez Implicity, qui est une start-up qui fait de la télésurveillance de pacemakers et défibrillateurs. On reçoit l'activité cardiaque des patients et on essaie de trouver des anomalies, de faire un petit peu de médecine préventive. Je suis également, dans le passé, j'étais chercheur en IA et c'est un petit peu dans ce cadre-là que je suis là aujourd'hui. Pour présenter un travail de recherche que j'ai fait qui s'est basé sur des problèmes que j'ai rencontrés à Implicity quand on a essayé d'utiliser le SNDS pour montrer que pour évaluer l'efficacité de notre traitement par rapport au contrôle. Donc, ce travail, c'est une méthode qui va servir à faire de la sélection de méthodes pour la correction de biais. C'est un niveau au-dessus. Je l'ai fait de mon côté, mais j'ai après présenté ce travail chez Rakuten et j'ai été rejoint par un chercheur de là-bas qui est André Sidrobo. Et c'est un travail qui a été vérifié par des pairs et publié dans une conférence qui est ECML PKDD et qui a déjà été présenté à PyData, mais plus sur l'aspect développement logiciel que méthode. Alors, je vais déjà commencer par parler des biais de sélection en général, comment on les mesure et quelle est une façon de les corriger pour qu'on ait un petit peu des connaissances communes sur cet aspect-là. Donc déjà, comment est-ce qu'on mesure un biais de sélection? Alors, on va partir on va avoir donc deux populations, une population de personnes traitées, une population de personnes contrôle. Et pour ces personnes-là, on va avoir différentes variables qu'on va mesurer, des variables épidémiologiques, démographiques, comme l'âge, le genre, les comorbidités. Et chacune de ces variables a une certaine distribution et c'est une distribution qui va être différente selon les populations contrôle et traitées. Donc, si on s'aperçoit qu'il y a une différence significative, on va avoir un problème puisque on ne peut pas vraiment évaluer un traitement entre deux populations qui sont différentes. Pour ça, il y a des méthodes qui existent afin de mesurer la différence, notamment la différence moyenne standardisée, qui va permettre pour une feature de mesurer l'écart. C'est tout simplement la différence des moyennes des populations divisée par un écart type agrégé. Le problème, c'est que je vais donc obtenir une espèce de distance pour chaque feature, chacune de mes variables. Et la question, c'est comment est-ce que de ça, je peux en déduire qu'il y a vraiment une différence significative? Moi, ce que j'aimerais bien, c'est avoir un seul score pour ça. Et la façon qui a été proposée pour faire ça dans les années 80, c'est tout simplement d'utiliser un classifieur, donc une méthode d'approche d'IA statistique. Je vais entraîner un classifieur à différencier mes populations contrôle et mes populations traitées. Et donc, ce classifieur, pour chaque individu, va me prédire une probabilité qu'il soit traité. Et c'est cette probabilité qui est au final un score agrégé de toutes mes covariables qui va me dire à peu près est-ce que cette personne a plus de chances d'avoir été sélectionnée ou non. Dans un essai randomisé, on va s'attendre à avoir 50% pour tout le monde, c'est-à-dire on a une chance égale d'être contrôle ou traité. Et évidemment, c'est pas ce qu'on observe dans la réalité. Donc voilà, les différentes variables vont être des inputs de mon classificateur. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On va obtenir des courbes comme ça, des distributions. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que donc on va avoir la probabilité d'être sélectionné. On voit un petit peu la distribution pour chaque population. On s'aperçoit qu'on a
de probabilités d'être sélectionné différentes. Et nous, ce qu'on va vouloir ici, c'est on va donc se dire qu'il y a vraiment une différence entre nos deux populations, puisque ce qu'on aimerait, c'est qu'elles soient centrées sur 50%. Donc, une fois qu'on a ça, on va corriger le biais. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Il y a plein de méthodes pour le faire. On va en voir une ici, et qui est celle sur laquelle j'ai concentré mes travaux, mais on verra après que on peut ouvrir un petit peu le sujet. La première méthode que je vais montrer, c'est l'appariement. C'est-à-dire qu'on a nos populations contrôle et traitées. Je vais juste revenir en arrière. Voilà. On a nos populations contrôle et traitées. En général, les personnes traitées, je les ai faites plus petites parce que c'est une population qui est en moindre nombre. Dans le SNDS, par exemple, pour ceux qui connaissent, donc on a accès au réseau, aux données de la sécurité sociale, évidemment, on a accès à des millions d'individus. Donc, on va chercher deux sous-ensembles de nos populations qui ont les mêmes caractéristiques. Et le but, c'est que quand on a sélectionné et qu'on fait notre étude sur ces deux populations-là, qui ont été extraites de chacune des populations, on va se retrouver avec des courbes de propension ici qui sont vraiment toujours pas identiques, mais au moins centrées sur 50%, et avec un recouvrement ici qui est beaucoup plus grand qu'avant. Donc ça, c'est une des méthodes qu'on peut utiliser pour corriger des biais. Alors, quel va être le problème qu'on a avec ces méthodes de correction de biais? C'est qu'en fait, même ici, au sein de l'appariement, si vous allez sur Internet, que vous tapez algorithme appariement, vous allez en trouver plein. La question, c'est, est-ce qu'il y en a qui sont mieux que d'autres? Si ici, par exemple, j'ai des propensions, c'est vraiment deux populations différentes, et j'essaye de le faire à la main, je peux trouver que cet appariement-là fonctionne, sachant qu'on a deux patients exclus, et une différence à chaque fois de propension qui est de 0,03. Mais l'autre n'a pas l'air mal non plus. Bon, il y a une différence maximum un peu plus élevée, mais si je fais la somme de toutes les différences, c'est légèrement moindre que de ce côté-là. Donc là, j'en ai deux, et je me dis, les deux ont l'air pas mal. Est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Et surtout, est-ce que l'effet que je vais mesurer de mon traitement en utilisant chacun de ces appariements va être le même? Comme on s'attend à ce que la méthode corrige les biais, si vraiment elle corrige absolument les biais et tous les biais possibles qui existent, je m'attends à ce que le traitement soit le même. Oui, l'effet du traitement. Alors, donc maintenant, ça c'est la théorie, et puis on va se heurter à des problèmes pratiques. La première chose, c'est déjà que là, j'ai présenté une procédure évidemment simplifiée. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Donc concrètement, quand on essaie d'attaquer ce problème, la première chose qu'on va faire, c'est sélectionner et faire des pré-processing sur nos covariables qui peuvent influencer la sélection. On va choisir un modèle pour estimer la propension, donc cette probabilité, également il y en a plusieurs, et on va l'estimer et valider la propension, donc valider qu'on a, par exemple, un certain recouvrement entre les deux distributions. Une fois qu'on a fait ça, je vais passer à ma technique d'appariement. Donc là, comme j'ai dit, il y en a également plusieurs, donc j'en sélectionne une, et je fais mon appariement, puis je le valide. Je le valide en vérifiant que mes deux populations, au niveau de mes covariables, sont équilibrées. Et une fois que j'ai fait ça, je peux calculer l'effet moyen de mon traitement. Alors, qu'est-ce qui se passe quand ça va rater? La première chose qui peut rater, c'est par exemple que mes propensions sont vraiment trop différentes et je ne peux rien faire. Si j'ai un modèle qui me trouve des choses, peut-être un modèle aussi qui ne converge pas, donc il y a plein de problèmes qui peuvent arriver ici, je vais changer de modèle. Donc, une première chose qu'on va faire, c'est que si on a un problème à cette étape-là, on va passer à l'autre. Et puis, à un moment, si j'arrive vraiment pas à résoudre le problème, ce qu'on peut faire, c'est revenir avant aux covariables. Peut-être qu'on en a mise qui était mauvaise, peut-être qu'il faut faire d'autres transformations dessus. Donc, on va revenir ici. Une fois qu'on a un modèle de propension qui marche, on peut encore avoir des problèmes après, puisque je peux faire des méthodes d'appariement qui vont échouer. Soit elles échouent de manière silencieuse, elles ne nous disent pas, on s'en aperçoit après, soit il y en a qui disent carrément, je ne trouve pas. Donc là, on va tester plusieurs techniques d'appariement. Et si vraiment à la fin, j'en ai plus qui fonctionnent sur ma propension, je me dis, je vais revenir carrément ici, je vais refaire une nouvelle propension. Et donc, on va faire des allers-retours comme ça. Et c'est quelque chose qui est très dur à documenter, évidemment. Quand on publie un papier de recherche, une étude clinique, ça va être très compliqué de dire qu'on a testé 20 méthodes, on a fait des allers-retours. Et encore plus quand on est dans le réglementaire, qu'on veut soumettre, par exemple, à un remboursement à la sécurité sociale, de leur expliquer que, on a testé tout ce qu'on pouvait, et puis jusqu'à ce qu'à un moment, ça marche. Et c'est vraiment les pipelines que vous pouvez trouver dans les papiers de référence. Alors, après, on peut se demander, d'accord, mais si je veux proposer mon traitement à la Haute Autorité de Santé, quels sont ces critères à elle? Donc là, on a un document.
la méthodologie pour le développement clinique des dispositifs médicaux, qui nous dit que pour ces méthodes-là, on doit d'abord estimer le score de propension, d'accord, on l'a vu. On doit vérifier l'existence du support commun, donc le recouvrement. Et là, on voit que, voilà, on nous indique qu'on doit le faire, sans plus de détails. Et vérifier la propriété équilibrante, c'est vérifier qu'après mon appariement, j'ai bien mes covariables qui sont bien équilibrées. Et pour ça, on a un chiffre, cette fois-ci, on a que la différence moyenne standardisée doit être en dessous des 10%. Alors, le problème, effectivement, c'est que sur le score de proportion, on n'a pas de méthode précise. Sur l'aspect du support commun, je n'ai pas de chiffre. Et même si j'ai un chiffre là-bas, le seuil de 10%, est-ce que c'est un chiffre qui vraiment est bien calibré pour absolument tous les dossiers? Évidemment, ça, ce sont des critères minimums. La Haute Autorité de Santé a bien sûr plein d'autres moyens de vérifier, mais ça, c'est ce qu'on trouve déjà dans les documents. Donc moi, j'ai un petit côté ingénieur. Qu'est-ce que je fais? Je prends les packages que je trouve en R, en Python, et je me dis, je vais calculer tous les scores de propension que je peux. J'ai pris 3 méthodes, et toutes les méthodes d'appariement, donc j'en ai une dizaine, et je vais essayer de voir à peu près qu'est-ce que ça donne au niveau des effets. Donc ici, on s'aperçoit déjà que sur la différence moyenne standardisée, voilà, on a plein de choses différentes. On en a quelques-unes qui sont invalides, puisque le seuil, c'est 10%, mais on en a beaucoup qui sont considérées valides. Ici, j'ai pris une tâche publique. Donc pour le coup, ce n'est pas un dataset, un jeu de données médical, c'est un jeu de données qui vient de chez Groupon, où ils testent la différence d'envoyer une réduction à des clients. Et donc, la valeur de référence, c'est que si je n'envoie pas de réduction, je fais un profit de 9 000 €. Maintenant, si je regarde le profit que chaque méthode me mesure après correction du biais, donc là, j'ai plein de chiffres différents, mais notamment, la plus petite, c'est plus de 1 500 €, donc plus 26% l'effet d'envoyer ma réduction. Et ici, j'ai plus 4 000 € à peu près, donc plus 40%. Donc, selon la méthode que je vais utiliser, je vais avoir un effet totalement différent. Évidemment, je travaille chez Groupon, je dois présenter des chiffres à mes stakeholders, donc à mon boss, aux actionnaires. Je vais évidemment prendre la partie 40%. Donc là, il y a un petit problème qui est que on peut laisser la personne en charge de la méthodologie choisir un petit peu l'effet qu'elle a envie de mesurer sur ces populations, puisque, encore une fois, ces méthodes-là valident tous les critères de validité demandés. Alors, nous, on s'est dit que peut-être on pouvait créer une nouvelle métrique de validation. Et notamment, on a déjà cette métrique de recouvrement sur la propension. Est-ce qu'on ne peut pas mettre quelque chose, une condition sur la mesure du traitement directement effectué? Alors, pour ça, on va revenir un petit peu à la définition de notre classifieur, où on a plein de variables sur lesquelles on va essayer de mesurer l'effet de biais de sélection. En fait, ce que je n'ai pas dit, c'est que quand on fait ça, la bonne pratique, c'est de mettre dans ce classifieur à la fois les variables qui peuvent affecter la sélection, ce qu'on appelle donc les variables liées à la propension, et également les variables qui peuvent affecter le traitement. Et il peut y avoir des variables qui affectent les deux. Alors, ce qu'on a vu, c'est que pour la propension, on va vérifier 2 choses, le support commun, donc cette histoire de recouvrement, et l'équilibre à la fin de toute la procédure des variables. Pour les variables de traitement, on va mesurer l'équilibre des variables pareil à la fin, mais on n'a pas d'autre moyen de vérifier que le traitement qu'on a choisi était juste. Alors, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est essayer de le faire avec des tâches auxiliaires. Donc ici, je vais vous présenter un peu cette procédure. Alors, on revient à notre problème d'origine avec les personnes contrôlées et traitées. Et pour chacune, j'ai mes covariables qui ont donc des distributions différentes. Ça va me donner un biais de sélection de référence. Donc, j'ai les différences moyennes standardisées pour toutes mes variables. Et j'ai mon effet mesuré, qui donc est biaisé. Je n'ai pas encore fait de correction dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va jeter les personnes traitées, on va reprendre les contrôles, et voilà, comme les animations ne marchent pas, on ne voit pas forcément ce qui se passe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, je suis désolé, on ne voit pas, parce qu'ici, c'est censé être bleu et rouge, mais là, c'est orange et rouge. On va sélectionner parmi les contrôles une sous-population, et on va faire comme si c'était des personnes traitées. Et on va essayer de changer ces personnes, de trouver un sous-groupe qui va nous donner une différence similaire à celle qu'on a entre les vrais contrôles et les vrais traités. Donc ici, je prends les contrôles, hop, j'en enlève, et je trouve une tâche qui est à peu près similaire. Et je vais faire ça, une fois que j'en ai trouvé une, je la garde, je la mets de côté, et je vais faire ça plusieurs fois. Donc je vais obtenir plusieurs tâches différentes
qui, en apparence, sont des problèmes assez similaires à celui que j'avais au départ. Alors, pourquoi on fait ça? Quelle est l'idée? L'idée, c'est que si je prends une population contrôle, contrôle ou traité, et que je la sépare en deux, il n'y a aucune raison qu'il y ait une différence d'effet de traitement, puisqu'ils ont soit tous les deux été traités, soit tous les deux n'ont pas eu de traitement. Donc, vraisemblablement, j'ai ici une vérité de terrain qui est que l'effet que je suis censé mesurer, la différence entre les deux, c'est 0. Et une idée qu'on pouvait avoir, une hypothèse qu'on fait, c'est que si j'ai une méthode de correction de biais qui marche bien sur ce problème que je viens de fabriquer, il y a des chances qu'il marche bien sur le problème d'origine, qui est la vraie différence contrôle et traité. Donc, c'est cette métrique qu'on a créée. Alors, ici, j'ai mis le calcul entier, la procédure entière de calcul. Donc, la première chose qu'on a dû faire pour pouvoir calculer cette métrique, c'est automatiser tout le pipeline que je vous ai montré avant. Donc, il y avait des choses pour lesquelles je vous ai dit, on n'a pas de référence, notamment le support commun. On a choisi 50% de recoupement parce que, voilà, on a fait un petit sondage et c'est apparemment ce que les gens prennent. Ils font par inspection visuelle, mais globalement, s'il y a 50% de recoupement, c'est valide. On a choisi de garder le seuil de 10% de la SMD parce que c'est ce que proposait la HAS. Et ce qu'on fait, c'est qu'on crée 100 tâches artificielles, donc de la manière que je vous ai montré là. Pour ça, on utilise une méthode de clustering à base de ce qu'on appelle une escalade. C'est-à-dire, on sépare aléatoirement deux groupes et puis on va essayer d'échanger des paires de personnes jusqu'à ce que, donc, si jamais on les échange et que ça nous rapproche de la tâche de référence, on garde. Sinon, on défait ce qu'on vient de faire. Et en itérant comme ça prend quelques secondes sur tous les jeux de données qu'on a fait, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher des méthodes hyper compliquées. On arrive assez facilement à converger vers un problème artificiel qui ressemble au problème de référence. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'une fois qu'on a ces tâches de référence, on fait tourner toutes les méthodes de correction de biais et on regarde à quel point elles sont la différence estimée est loin de 0. Donc ça va nous donner deux métriques. Maintenant, on a la SMD et on a celle qu'on appelle la nouvelle métrique qu'on a appelée A2A. Elle s'appelle comme ça parce qu'en général, dans les entreprises, on fait des A/B tests. On compare les populations A et B. Ici, on compare la population A à elle-même, donc c'est A2A. Et ça nous aide pas trop parce qu'on a un deuxième score, mais on ne sait toujours pas quelle est la meilleure méthode. Maintenant, on est en 2 dimensions. On se dit, le mieux doit être par ici parce que les deux méthodes, plus elles sont basses, meilleures elles sont censées être. Donc, le meilleur doit être là. Donc, on va zoomer un petit peu. Et là, on s'est dit comment on peut choisir les meilleures approches. On a pris 2 options. La première, c'est de faire un clustering qui s'appelle DBScan. C'est-à-dire, on va séparer les données avec un algorithme chargé de le faire, de telle sorte que les différences à l'intérieur soient plus petites que les différences entre les groupes. Et on prend le groupe chez qui on a la meilleure méthode au regard de notre métrique A2A. Donc, ce serait ce groupe. Une autre méthode, quand on a 2 métriques, c'est d'utiliser les méthodes de décision multicritères qui nous disent qu'il y a un concept qui s'appelle le front Pareto, qui nous dit que pour une valeur fixée d'une des métriques, ce point-là, pour une valeur fixée de SMD, n'a aucune valeur meilleure en A2A. Et donc, je ne vais pas rentrer dans comment on détaille ça, mais c'est une autre façon de sélectionner les meilleurs points au regard de 2 métriques. Donc, on a essayé ces 2 méthodes-là. Et enfin, la dernière chose qu'il faut introduire, c'est le fait que je vous ai dit, nous, ce qu'on aimerait bien, c'est que quand ça fonctionne sur nos tâches artificielles, ça fonctionne aussi sur la vraie tâche. Le seul moyen de vérifier ça, c'est de contrôler absolument tout ce qui se passe pour notre tâche artificielle, c'est-à-dire on va créer des jeux de données artificiels, on va créer des fausses tâches sur lesquelles on connaît la vraie différence, etc., et dans lesquelles on va ajouter du bruit. Et pour ça, on a décidé de faire varier, pour chacun, on met 10 variables, et on a décidé de faire varier le nombre de variables confondantes, c'est-à-dire au début, on va partir de 0 variables confondantes, on a 5 variables qui influencent la sélection et 5 qui influencent le traitement. Et petit à petit, vous voyez ici, on en a 4 qui influencent le traitement, la sélection, 4 qui influencent le traitement et 2 qui influencent les deux. Et on va augmenter ce nombre jusqu'à arriver à 10 variables qui influencent à la fois la sélection et le traitement. Donc, toutes les variables sont des variables confondantes. On arrive un petit peu au money shot, donc c'est les résultats. Donc ici, on a d'une part des jeux de données publics
Donc, il y a Groupon, il y a Horse, qui est, pour le coup, un jeu de données médical de traitement de la colique chez le cheval. C'est très utilisé en machine learning. Voilà. Différence entre une approche médicamenteuse et chirurgicale et une mesure d'effets secondaires cardiaques pour un traitement sur les reins. Donc, un truc qui n'a médical aussi, mais qui n'a pas trop à voir. Et donc, pour ces jeux de données publics, je ne sais pas quel est le vrai effet. Pour mes jeux de données synthétiques, je peux connaître le vrai effet, on va le montrer après, et j'ai mon nombre de variables confondantes qui varie. Donc, la première chose qu'on montre ici, c'est l'intervalle d'effets mesurés. C'est-à-dire, pour toutes les méthodes valides, je prends la plus grande, je prends la plus petite, et je regarde la différence. Donc, on voit qu'on a certains intervalles. Pour Groupon, on se souvient de la différence, on allait entre 4000 et 2600, donc effectivement, la différence, c'est 1400. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est si effectivement, notre méthode permet de réduire cet intervalle prédit, puisque si ça ne le réduit pas, ça ne sert à rien. Donc, la première chose qu'on fait, on regarde sur nos variables synthétiques, et effectivement, ça la réduit systématiquement. Bon, après, on n'avait pas une grosse surprise non plus, étant donné qu'on utilise une méthode qui réduit le nombre de méthodes valides, il y a de grandes chances que ce nombre-là soit plus petit mécaniquement. Une première chose qu'on peut également apercevoir, c'est qu'il semble que les valeurs les plus petites soient de ce côté, plutôt du côté de la méthode Pareto pour quand il y a beaucoup de variables confondantes, et du côté SMD et Two-way quand on en a peu. Ensuite, on va regarder, ok, mais est-ce que ça c'est lié à la vraie mesure d'erreur qu'on a, nous on connaît quand on a généré le jeu de données. Et effectivement, on s'aperçoit que donc les méthodes en gras ici, ce sont les méthodes qui sont les plus proches de la vérité. On s'aperçoit que les méthodes qui ont un intervalle de prédiction plus petit sont plus proches de la vérité. Et dans tous les cas, nos approches sont systématiquement plus proches de la vérité que d'utiliser le SMD seulement. Donc là, et on observe également le même effet, c'est-à-dire que le Pareto est meilleur quand on a beaucoup de variables confondantes et notre autre approche quand on en a peu. Donc tout semble se recouper et faire la même chose. Pour essayer d'expliquer ça, on a décidé aussi de regarder qu'est-ce qui se passe si je prends la méthode qui a le minimum au regard de la SMD et le minimum au regard de notre nouvelle métrique A2A. Et bien là, on s'aperçoit également d'une chose, c'est que la SMD semble très performante quand on a beaucoup de variables confondantes et le A2A semble performant quand on en a peu. Donc ça paraît logique puisque quand j'ai toutes les variables, si on se dit que la SMD elle est bonne pour équilibrer les variables qui influencent la sélection, bah ici je suis dans des cas où les variables qui influencent la sélection influent aussi le traitement, donc elle va tout équilibrer de façon homogène. Par contre, quand le traitement et la sélection sont complètement différents, là la SMD va avoir du mal et on va plutôt se reposer sur le A2. Et donc si on observe finalement l'intervalle sur les jeux de données réels, on voit effectivement qu'il est réduit. Il est réduit de 2 pour Groupon et pour les autres jeux de données. Alors, on ne tombe pas pour, je crois que pour N1S, on tombe à une méthode, mais pour Horse, on en a plusieurs qui vont nous dire, qui vont avoir le même effet. Donc ici, l'intervalle est de 0 parce que tout simplement, on mesure un seul effet. Et il n'y a pas plusieurs méthodes qui vont avoir un désagrément. Tout le monde est d'accord sur la mesure de l'effet. Évidemment, on n'a aucun moyen de savoir si ici, on est proche de l'effet réel ou pas, puisque on ne connaît pas la vérité de terrain. Alors, en conclusion, donc on a introduit cette nouvelle métrique qui, pour nous, en tout cas, nous, on en est convaincus, nous permet de mieux sélectionner les méthodes de correction de biais. Évidemment, elle peut être améliorée. Aujourd'hui, donc ce que je vous ai montré, c'est qu'il y a besoin de faire tourner toutes les méthodes, puis de faire une sélection. Donc, ça peut être coûteux selon le problème dans lequel on est. Et notre métrique A2A est ordinale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas mettre un seuil comme on le fait sur la SMD. C'est une méthode qui va nous dire une méthode est meilleure qu'une autre, elle nous donne un ordre, mais elle ne nous donne pas une valeur absolue. Toutefois, il y a déjà des perspectives intéressantes. Nous, on sait, on a fait quelques expériences, que ça ne fonctionne pas seulement pour l'appariement, ça peut fonctionner pour d'autres méthodes, et ça peut être utilisé sur des problèmes réels, parce que voilà, c'est dès aujourd'hui utilisable si on veut le faire. Le code, pour l'instant, disponible, c'est un package qu'on appelle de recherche, c'est-à-dire que la qualité peut être améliorée, notamment les performances. Ça tourne assez vite, mais on n'a pas essayé d'améliorer les performances follement. On essaie de voir si justement il y a de l'attraction pour améliorer l'implémentation, éventuellement faire une en R aussi.
si ça intéresse les gens. Et donc, évidemment, c'est quelque chose qui pourrait être proposé à la Haute Autorité de Santé, non pas comme une méthode absolue, mais peut-être un outil en plus que eux peuvent utiliser. Déjà, si moi je veux soumettre un dossier aujourd'hui, peut-être que pour être le plus carré possible, je peux utiliser cette méthode et bien montrer que, quelle que soit la méthode qu'on utilise, on obtient un effet qui est acceptable. Et à l'inverse, mettons qu'un dossier soit pas trop bien fait, un dossier de demande, la HAS pourrait proposer, écoutez, essayez d'utiliser ça et puis on va voir ce qui se passe. Donc voilà, c'est tout pour moi. Et maintenant, je vais répondre à vos questions si vous en avez. Une question. Les différences quand vous montrez là, il n'y a pas d'intervalle de confiance. Sur quelle différence? Sur les... Quand vous faites tous vos calculs, là, les distributions de... Sur ça variait entre 4000, la différence, et je sais plus combien de milliers. D'accord. Ah oui, sur les estimations donc, de... Le pourcentage, oui. Est-ce qu'il n'y a pas sur les estimations, il n'y a pas d'intervalle de confiance? Non, sur les méthodes qu'on utilise, elles ne fournissent pas d'intervalle de confiance. Après, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent en fournir. Et il y a des moyens d'en obtenir, c'est-à-dire rien que sampler un peu de chaque côté, ça permettrait d'en obtenir. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on a pris les méthodes telles qu'elles sont disponibles sans faire plus de raffinement. Mais effectivement, on pourrait... si votre différence, elle est pas significative, peut-être que c'est pas la peine de... Oui, non, mais ce serait quelque chose à tester, mais qui demande encore plus de ressources. Donc, pour l'instant, on l'a pas fait. Et s'il y a des méthodes, en particulier, si vous connaissez des méthodes qui sont meilleures. D'ailleurs, je tiens à dire, on a pris les méthodes qui sont disponibles dans Matchit en R et dans PSMPY en Python, et on les a pas tunées, on n'a pas essayé de... Enfin, on a pris clairement le pipeline tel qu'il est décrit dedans, et on sait qu'il y a d'autres moyens d'aller plus loin en utilisant une seule méthode, mais voilà, ça devient un pipeline énorme, et à faire sur chaque méthode, pour nous, c'était un peu trop. Voilà. Si vous avez des questions après, je suis dispo sur LinkedIn ou autre email, pas de souci. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour à tous et puis merci aussi pour l'invitation. Je suis Guillaume Pressia, statisticien au département des données de santé au CHU de Brest. Et du coup, moi, je ne vais pas vous parler de réutilisation de données de santé en premier lieu. Je vais plutôt vous parler de comment on obtient, les personnes qui obtiennent les données de santé dans les hôpitaux, en fait. Ça va être ça la trame de la présentation, et puis s'intéresser aux outils qu'ils ont pour travailler dans les hôpitaux. Et si je dévoile un peu la conclusion, de se dire que les outils que je vais présenter sont peut-être des outils qui pourraient aussi intéresser la communauté au niveau national des données de santé. Donc, c'est parti. Donc, ça s'appelle Des communs en santé pour l'information médicale. Je vais en première partie présenter ce que c'est que l'information médicale, parce que ça ne parle pas forcément à tout le monde. On parle beaucoup de données de santé, mais assez peu d'informations médicales. Et puis, j'utilise la terminologie de commun. Donc, les communs en santé, on parle pas mal d'open source. Et là, j'ai pris un terme qui est français, les communs. Et donc, il y a des outils en R, en Python et en Rust aussi qu'on a développés. Là, on voit les logos des différents centres hospitaliers ou centres hospitaliers universitaires français. Donc, au début, on a travaillé beaucoup à la PHP, puis après, moi, je suis parti à Brest, donc on travaillait à Brest. Mais du coup, c'est pour dire que ça fait un peu effet boule de neige. On a travaillé avec d'autres centres, notamment PIDEX pour le CH, Strasbourg aussi. Il y a aussi Dunkerque qui a participé, qui n'est pas listé là, et les hôpitaux de Champagne Sud. Donc, c'est parti. J'ai déjà dit qui j'étais. Maintenant, qu'est-ce que l'information médicale? Bon, en quelques mots, c'est des données qui résument l'activité et les typologies de soins réalisés dans un établissement de santé. Donc, on parle des actes médicaux, des diagnostics, des données démographiques. Donc là,
le sexe du patient, son numéro de sécurité sociale, enfin bref, toutes les données qui permettent de créer une base nationale des données de santé. Et donc ça, c'est au travers de ce qu'on appelle le programme de médicalisation des systèmes d'information. Et ça existe depuis des dizaines d'années, ça produit des fichiers un peu bizarres, mais qui permettent de faire ce qu'on appelle maintenant les données de santé. Et donc, l'information médicale, elle est produite principalement par, dans les hôpitaux, ce qu'on dénomme les DIM, donc les départements d'information médicale. Et c'est eux qui produisent, structurent et valident l'information médicale transmise à la TIH, aux ARS et à l'assurance maladie. Donc ces données, elles alimentent ensuite les bases nationales des données de santé. Maintenant, il y a le SNDS et les bases de la TIH. L'avantage de ces données, c'est qu'elles sont produites dans tous les hôpitaux de France et elles sont tout le temps au même format. Ça, c'est un atout parce que dans tous les hôpitaux éparpillés sur le territoire, on peut utiliser des outils communs sur ces données, ce qui n'est pas vraiment le cas des systèmes d'information hospitaliers qui ont tous des éditeurs de logiciels différents qui créent une complexité localement, en fait. Et il y a quand même de la recherche qui est faite localement, donc il y a un intérêt à accéder à ces données. C'est pour ça que j'en parle aujourd'hui. Donc, quelques exemples de code diagnostic SIM10. Donc, on va retrouver, pour donner un peu les comorbidités des patients. Par exemple, l'obésité, ici, en 3 caractères, ça va être E66. Pourquoi un E au démarrage? C'est parce que E, c'est pour le métabolisme, les problèmes endocriniens. J45 pour l'asthme, parce que c'est l'appareil respiratoire, donc ça commence par J. C34 pour le cancer du poumon. Les C, c'est en gros les tumeurs, les cancers. Et S, 72 pour la fracture du col du fémur. J'ai écrit fracture du fémur, c'était pour faire un libellé un peu court. Les juristes m'en voudront, mais je me suis planté. Donc, c'était fracture du col du fémur. Et donc S pour toutes les fractures et les traumatismes. De l'autre côté, on a des exemples de code CCAM, donc la classification commune des actes médicaux, qui va permettre de voir ce qu'on a fait aux patients en vrai dans la salle de bloc opératoire, par exemple, ou dans les plateaux interventionnels. Ici, les prothèses de genoux, les prothèses de hanche. Donc, on voit qu'elles se terminent par KA, mais qu'il y a NE ou NF au début. NF, ça veut dire genou. NE, ça veut dire hanche. K, c'est l'action de retirer et remplacer, donc par une prothèse. Et A, c'est par abord ouvert, puisque évidemment, on opère, donc on ouvre, on remplace. À la différence de la radio du genou, donc ça s'écrit NFQK parce que le Q veut dire observer et le K, pardon, veut dire tant pis, c'est pas grave. Mince, il faut que je repasse tout. Ah. Ouais. Ok, donc j'arrive à la slide d'après. Du coup, on voit que, comme je l'ai dit, les données sont produites dans les hôpitaux. Donc, là, je fais un petit peu d'épistémologie des données. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait souvent, mais en gros, l'idée, c'est de prendre un peu de recul sur le sujet. Épistémologie des données. Donc, en fait, les sociologues qui étudient les sciences critiquent l'usage du mot données parce qu'en fait, on ne donne pas l'information, on va la chercher. Et c'est parfois assez difficile sur le terrain et dans les hôpitaux notamment d'aller récolter les informations. Et donc le mot obtenu est suggéré par Bruno Latour comme une alternative souhaitable. Je profite d'aujourd'hui où on me donne la parole pour dire peut-être que ça vaudrait le coup d'appeler ça des obtenus, même si ça fait peut-être un petit peu abscon de dire obtenu à la base de données. Et ensuite, quand on continue, on se dit que c'est des obtenus, mais que du côté de la personne qui regarde la donnée, c'est plutôt quelque chose qui a trait à la perception, en fait. C'est un sujet qu'on observe, et du coup, la personne qui regarde la donnée ne voit pas forcément ce que voit celui dans l'hôpital qui l'avait produit. Donc là, l'image que je mets en avant, c'est, imaginons un producteur de blé, un agriculteur qui va dans une boulangerie, évidemment, il voit du pain, il ne voit pas des grains de blé. Et donc, lui, il ne reconnaît pas son sujet de travail, c'est le blé, ce n'est pas du pain. Donc, on peut imaginer que moi, dans l'hôpital, travaillant sur les données, voir les données dans le SDataHub, le SNDS ou je ne sais pas quoi, je vais être un peu perdu en voyant les réutilisations de données qui peuvent être faites. Donc, ça pour dire que la donnée, elle concentre et elle cache la complexité des processus qui la produisent et que, en fait, on pourrait quelque part, il y a des replis dans la donnée. On ne voit pas dans les codes qui étaient présentés sur la slide précédente, mais c'est
peut-être pas exactement ça en fait. On met cette information, 3 caractères de code diagnostique, mais en fait, c'est plus complexe, il y a de l'ambiguïté dans la donnée. Donc la perception, elle induit aussi de l'ambiguïté. Donc, on voit que les gens qui récoltent la donnée, dont j'essaie de faire partie, en fait, ont une vision de la donnée qui n'est pas la même que celle que vont avoir les gens qui la réutilisent. Donc, l'intérêt, c'est peut-être d'introduire plus de pluridisciplinarité dans les données. Donc là, l'image, c'est dire qu'on est tous dans le pétrin. Et du coup, peut-être que la présentation, grâce à ça, ne manquera pas de sel. Alors, le format des données PMSI, comme je l'ai dit, il est commun parce qu'il est ministériel. Je n'ai pas mis à l'écran un aperçu. Et quand on ouvre dans Bloc-Notes sur un PC Windows, ce fichier-là, on a l'impression, comme on nous dit, d'être dans Matrix, d'avoir des chiffres partout qui sont difficilement interprétables. Mais bon, c'est quand même le même format dans tous les hôpitaux. Donc, c'est un avantage parce que si on fait des outils à Brest, ils peuvent être utilisés partout en France. Donc, c'est super pour partager des projets. Et puis, les langages informatiques et l'algorithmique permettent de traiter l'information de manière rationnelle. Du coup, là aussi, on retrouve Python, R, Rust pour essayer de traiter l'information avec des outils qu'on a produits. Elles ont été écrites des bibliothèques en R, en Python et en Rust et partagées au niveau national pour lire les données PMSI dans les hôpitaux et puis en profiter pour partager des méthodes qu'on applique sur ces données avec les référentiels qui vont bien. Donc là, on a présenté tout à l'heure la SIMLIST, la CCR. On peut du coup partager aussi des méthodes qui vont étudier les données avec comment je cherche telle pathologie. Si je l'ai fait et qu'un autre établissement en a besoin, je peux le partager. Donc, tout ça, ça ne date pas d'hier. En 2017, ça a commencé au siège de la PHP, au sein d'un groupe d'utilisateurs multi-établissements co-animé avec les médecins d'IM. Et puis, au départ, on était parti pour le partager en interne à la PHP avec les 35 établissements. Et en fait, l'offre faisant la demande, on l'a partagée plus largement au niveau national. Et puis après, comme je disais, en 2023, 2019, je suis parti à Brest. Et en 2023, avec une nouvelle équipe au centre de données cliniques, l'entrepôt de données de santé de Brest, qui était féru de Python, je me suis mis à faire plus de Python pour travailler avec cette équipe. Donc j'ai réécrit le code avec eux, le code de l'outil en R en Python. Et puis dans la foulée, j'ai fait en Rust, donc un autre langage un peu plus bas niveau. Et pour la partie, on va dire, bibliographique, PMSIR, l'outil en R, utilise dplyr. Et PyPMSI et PMSI Rust utilisent la bibliothèque PolaRS. Voilà les auteurs principaux. Donc, il y a moi et puis Yannick Tariq, le docteur du siège. Et puis, il y a des contributeurs, comme je le disais, des autres établissements français, que je ne vais pas détailler là à l'oral pour avancer. Donc, les résultats de ces outils, c'est que ça permet d'avoir une méthode commune pour... C'est un peu lent quand je clique, mais c'est déjà pour lire les données sans en questionner l'usage. Ça, c'est bien parce que on peut lire les données PMSI dans l'hôpital, et c'est quelque chose que généralement on fait avec des outils payants, de rien. Donc, là, on peut le faire gratuitement. On peut partager des requêtes pour partager les usages. Par exemple, je cherche à avoir les patients qui ont eu qui sont sujets au repos exceptionnel ou qui ont une cardiopathie spécifique. Je peux partager ma requête avec les autres établissements de santé. On peut aussi trouver des atypies à corriger pour optimiser le codage, parce que derrière le codage dans les hôpitaux, c'est ça qui fait la valorisation avec la T2A et le financement de l'hôpital. Donc, c'est important de ne pas se planter sur ce qu'on déclare. Aussi, valoriser l'activité comme IPMSI, ça c'est assez technique, ça ne parle pas à tout le monde, donc je vais passer. Et on peut enfin alimenter des entrepôts et lacs de données
donc faire des vraies bases de données en local pour faire de la recherche et nourrir les entrepôts de données de santé, mais aussi faire du décisionnel à l'échelle d'établissement. C'est-à-dire, bêtement, combien on a soigné le patient. Grâce à ces données-là, c'est bien de pouvoir le faire. Et on peut aussi travailler à l'échelle des GHT pour créer des entrepôts au niveau des GHT. Donc tout ça, ça ancre la donnée pour fiabiliser les résultats parce qu'une fois qu'ils sont transmis au niveau national, la donnée ne bouge plus. Et ça, c'est un avantage aussi. C'est la même donnée que celle qu'il y a dans les bases nationales ATIH et le SNDS. Donc c'est fiable, on va dire. Et on peut partager des applications réutilisant ces données ensuite. Voilà. Donc, cette approche permet de mieux s'approprier les données en local. Et les DIM, parfois, dont je parle là depuis le début, manquent d'outils en local, notamment dans les CH, parce qu'ils ne sont pas staffés avec des statisticiens, des data scientists, comme on peut l'être dans les CHU ou comme on peut l'être dans les agences. Donc là, c'est des exemples d'utilisation où, à gauche, dans R, on va lire les données de 2022 avec le FINES, donc le numéro de l'établissement de la PHP, étudier la chirurgie bariatrique. Et si je change le FINES, je mets celui de Brest ou celui de Quimper ou celui de Morlaix ou celui de Lannion, et je vais pouvoir étudier la même chirurgie bariatrique sans rien changer, uniquement l'établissement. Donc c'est un gain de temps de partager des méthodes comme ça. En dessous, il y a le repos exceptionnel. En dessous, les codes CCM qui correspondent aux mastectomies. Et à droite, le code est en Python, mais un peu la même philosophie, la même API en fait, où on va là juste lire les données 2021 de Brest, donc 2022 finalement, et on va écrire les données en fichier parquet, ce qui fait qu'on peut ensuite les répéter avec DocDB ou des outils un petit peu moins, disons, agnostique de la complexité du PMSI, finalement. Une fois qu'on est passé à ce niveau-là, on a les données comme dans des tableaux de données. Voilà. Pour l'année 2024, j'ai eu l'occasion de faire un atelier au congrès et moi à Lille. L'objectif était de reproduire des tableaux IPMSI avec R et de montrer aux personnes qui étudient la donnée de santé, notamment dans les établissements de santé, l'intérêt que ça peut avoir d'utiliser ces outils. On a aussi travaillé lors du Datathon Interop, qui est donc une association, pour reproduire des indicateurs de périnatalité, ce qui est un gros sujet qui utilise beaucoup de codes PMSI, SIMDIS et CCM, en partant du fichier RSS de l'hôpital de Saint-Malo pour reproduire la donnée PMSI au schéma OMOP, partant donc de ce schéma OMOP pour calculer les indicateurs. Interop, c'est une association qui promeut l'interopérabilité et l'open source en santé. Et ce à quoi on a abouti, c'est donc en partie technique un ETL, extract, transform, load des fichiers PMSI vers une base de données OMOP. Donc ça, c'est chouette parce que ça promeut ce modèle OMOP, réalisé sur la plateforme Data Science d'Interop. Et on a fait un premier dashboard synthétique d'indicateurs, mais ce n'était pas le plus compliqué. Donc là, il est, on va dire, c'est un peu une coquille vide. C'est pas la plus belle partie, mais on va dire que la complexité, elle est plutôt dans le TL, PMSI vers OMOP, et c'est ça la valeur du travail. Maintenant, il fallait bien mettre une petite illustration. La voici. Donc, il y a une nouveauté en 2024, c'est que j'ai du coup travaillé avec Rust pour faire une application. Celle-ci, elle ne nécessite pas de coder et elle permet de convertir les données PMSI que je n'ai pas montrées et qui rend peut-être assez peu didactique la présentation. Mais en fait, l'objectif de cet outil, c'est de convertir ces fichiers qui ressemblent à ce qu'on voit dans le film Matrix, des données complexes, dans des formats plus ouverts, CSV, Excel, fichiers parquet ou simplement TXT. Donc il est codé en Rust avec une bibliothèque attenante qui est assez rapide en termes de performance.
On a fait une enquête utilisateur en août 2023 pour préparer le poster que j'ai présenté à moi, où on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'utilisateurs dans les hôpitaux qui étaient des médecins dignes, 75%, et finalement assez peu de statisticiens, mais ça s'explique beaucoup par le fait que c'est dans des CH. Et dans les CH, il n'y a pas de statisticiens généralement, donc c'est un premier enseignement. Finalement, on voit que la patte des DIM dans les CH, leur réalité, c'est aussi d'aider à la recherche dans les CH en faisant des requêtes avec R ou Python sur les données grâce à ces outils, et sinon avec d'autres outils payants du marché. Et donc, les utilisateurs sont plutôt réguliers. En tout cas, la moitié les utilisent au moins une fois par mois, probablement lors des envois avec les MSI qui se réalisent à la fin des mois. Et les usages, c'est 60% d'indicateurs, 40% d'amélioration du codage et 33% d'alimentation des bases de données. À date, le logiciel PMSIO, dont on a vu l'interface graphique, a été téléchargé plus de 200 fois, ce qui est, on pourrait dire assez peu, mais pour un monde de DIM, pour un truc gratuit sur lequel j'ai pas fait une pub avec les réseaux sociaux parce que j'y suis pas, je trouve que c'est déjà pas trop mal. Mais bon, peut-être que d'ici demain, il y aura 220, 230. Donc, la discussion, elle portera sur la mise en commun, avec là aussi, essayer de prendre un peu de recul sur les choses. Les avantages, c'est que les hôpitaux, ils partagent le même format de données, donc autant partager les outils autour de ces données, ce qui n'est pas du tout la réalité actuellement. Chacun est un petit peu archipélisé sur le territoire et puis fait sa tambouille. Là, l'idée, c'est de faire un peu différemment et puis de faire converger les méthodes. Et utiliser R et Python au quotidien, ça permet de diversifier les composantes de son métier. Donc, on sort de ce qu'on peut appeler le bullshit job, puisqu'on s'épanouit à faire des choses un peu différentes au quotidien. Alors que la réalité, encore une fois, ça peut être de faire des requêtes business object, des choses pas forcément romantiques à souhait. Après, il y a aussi un effet de synergie dans les équipes, puis ça a une valence intéressante pour recruter, puisqu'il y a aussi un effet boule de neige. Après, il faut l'alimenter, puisqu'une fois qu'on est parti dans la lancée, il faut trouver des gens qui prennent le relais éventuellement. Et écrire du code, j'aime bien dire que ça participe à s'émanciper de contraintes et avoir un espace de liberté. Donc, on n'est pas du tout dans le slogan du Troisième Reich, c'est pas le travail rend libre, mais il y a quand même un petit peu intérêt à essayer de se sentir libre dans ce qu'on fait pendant 8 heures par jour. Et donc, les limites à dépasser, c'est un peu la réciproque, c'est que chaque individu est unique et a sa propre manière de chercher à être libre dans son travail. Si on a des collègues parfois qui codent un peu de manière ésotérique, on peut le regretter. Les contraintes des structures, c'est principalement ça qui pêche, c'est que souvent elles empêchent cette liberté et elles sont réticentes au fait qu'on puisse coder parce que c'est du développement interne et que ça crée des craintes sur la continuité de service. Et puis aussi, quand on est archipélisé, comme je disais, sur le territoire, si on est tout seul, c'est un risque à prendre de perdre du temps au travail pour apprendre des nouvelles choses. Et c'est pas un risque, c'est un risque qu'il faut assumer. Donc, la conclusion sur cette partie, c'est aussi que la donnée, les algorithmes peuvent être communs et interopérables. Mais l'humain reste un être complexe politiquement. Je dis politiquement, c'est pas pour faire de la polémique, c'est juste qu'on voit bien que on peut résoudre beaucoup de problèmes techniques, mais on peut quand même en avoir encore et puis rester dans une forme, ne jamais avancer, même si tout est là pour que ça avance. Donc la conclusion avec le slogan du local au national, c'est pas parce que je viens de Brest que j'ai écrit des choses comme ça. C'est plutôt pour dire aussi qu'on a beaucoup d'études à faire qui nous sont demandées par certaines agences pour dire combien on a soigné de patients de telle pathologie. Alors que dans la base nationale, la donnée est présente. Et que certainement, il y a un statisticien au niveau national qui l'a déjà calculé. Mais on nous redemande quand même de calculer. Donc, sans doute, on ne va pas le calculer de la même manière et on va perdre du temps et on dira pourquoi on ne trouve pas la même chose. Maintenant on voit qu'on a des outils, a priori, qui permettent à toutes les échelles sur cette donnée du territoire de calculer de la même manière, ça serait intéressant de l'utiliser. La phrase en tant que telle, je ne sais pas si vous l'avez lue, elle est un peu longue, mais en gros, c'est qu'il y a des statistiques hétérogènes entre établissements à l'échelle nationale,
qui conduisent à un éparpillement des connaissances, à des divergences de méthodes et de résultats. Pourtant, c'est bien les mêmes données qui sont étudiées juste à des échelles différentes. Et donc là, il y a quelque chose de mieux à faire, je pense. Vraiment d'un point de vue scientifique, en fait, si on veut raisonner sur le fait qu'il faut que ça soit correct scientifiquement. Et en plus, selon la loi pour une république numérique promulguée le 7 octobre 2016, il faut favoriser la circulation des données. Donc, sur ces points-là, je pense qu'on a bien avancé depuis 2016, puisqu'il y a une volonté importante de faire en sorte qu'on alimente le SNDS et puis toutes les bases de données, puis le HDH qui a été monté, mais aussi favoriser la circulation du savoir. Et le savoir, ben, c'est autre chose, c'est plus complexe à partager. Et le savoir, il n'est pas forcément dans la donnée. La position portée par ces outils et leurs auteurs, ça serait de fédérer les établissements au-delà de la remontée des données, en colligeant les méthodes, une documentation pour les métiers de la donnée de santé à toutes les échelles du territoire, établissements, agences, ATIH et SNDS. J'ai oublié de dire un petit truc par rapport à la notion d'obtenu que je vais quand même dire parce que je trouve que ça permet de bien retenir ce que c'est pendant le Covid, on a mis en valeur beaucoup les dashboards et les visualisations de données qui ont été faites par Guillaume Rosier et c'était vraiment super ce qu'il a fait. Mais à part lui, il y a peu de journalistes ou peu de gens dans les médias qui ont dit merci aux hôpitaux d'avoir fourni cette donnée. Et pour autant, en pleine crise avec le télétravail et toutes les contraintes, déterminer qu'un patient avec le Covid ne l'avait pas, ben, ce n'était pas une information facile à saisir en fait. Donc il y a beaucoup de gens qui ont perdu du temps, qui n'ont fait que ça quasiment toute la journée, pendant pas mal de mois pendant la crise. Donc c'est bien aussi d'essayer de penser que cette information-là, elle ne coule pas de l'hôpital comme une source. Il y a des gens qui travaillent dessus et donc bah, c'est un peu leur rendre hommage aujourd'hui que de dire ça, j'espère. Dernier petit point, comment faire réseau, donc c'est un petit jeu de mots avec HDH, évidemment, vous l'aurez compris, pour relier les acteurs de la donnée de santé à l'échelle du territoire. Comment trouver un cadre socio-technique, pluridisciplinaire, tenant compte de la réalité des contextes métiers, donc là, vraiment la pluridisciplinarité, mais aussi qui puisse relier les producteurs de la donnée et les utilisateurs des données. Là-dessus, il y a un concept qu'on dit socio-technique, qui est une architecture décentralisée de données. Maintenant qu'on puisse retenir que le fait que c'est socio-technique, je trouve ça intéressant. Il y a à la fois la composante technique, donc la donnée, mais aussi la composante qu'il y a des gens qui travaillent sur ces données. C'est le concept de data mesh qui, à l'échelle d'une grande entreprise, permet par exemple de dire je suis d'un hôpital, la pharmacie maîtrise sa donnée de pharmacie parce que c'est compliqué de comprendre les prix et tout. C'est la pharmacie. Après, il y a le blog qui maîtrise ses données de blog. Enfin, on essaie de faire en sorte qu'il maîtrise ses données de blog. Après, il y a, je sais pas moi, la logistique, ben, c'est un peu la même chose. Les structures et les référentiels, ça va être une autre partie. Et que ces personnes puissent être maîtres de leur silo de données, là où le silo pourrait avoir du sens, c'est que bah, pour de la donnée, il faut de l'expertise métier, et que après les systèmes décisionnels ou les enjeux de colliger la donnée dans des structures plus grandes tiennent compte de cette expertise vraiment de chapelle en fait. Et je pense qu'à l'échelle du territoire, il faut trouver une manière de le faire qui ne néglige pas les producteurs de données que sont les départements d'information médicale et les services informatiques qui ont partie prenante là-dedans aussi. Voilà. Merci de votre attention. Voilà. Il y a une question en ligne, on va peut-être commencer par les questions. Du coup, concrètement, si un nouvel hôpital veut utiliser ces outils, outre une formation sur le langage, quel est l'aspect technique qu'il faut mettre en place? Il faut se mettre, je suppose, au bout du pipe des données qui sont remontées sur le SNDS. Exactement, oui. En fait, il y a un logiciel fait par la TIH qui permet de standardiser les données qui partent ensuite vers la TIH. Et sur cet emplacement-là, tu peux reprendre les données et les mettre dans un répertoire. Elles se désient toutes seules et après, elles sont dans R ou dans Python accessibles, en fait. Et tu peux facilement les concaténer pour faire un lac de données, en fait. Alors, le TLOMOP, on l'a fait lors du Datathon
premier coup en R, en mode faut qu'on y arrive, on met les cheveux en l'air sur la tête. Et puis après, Adrien de l'assaut l'a refait, il a chargé les données en Python dans DocDB et il a refait l'ETL en SQL. Comme ça, c'est un peu agnostique d'un langage et d'une librairie qui va évoluer. Parce que PolaRS, par exemple, ou Panda, c'est pas très stable. Le SQL de DocDB. Donc il a fait un code en DocDB qui a amené à évoluer, hein, parce que ça pose beaucoup de questions, rien que l'âge gestationnel dans OMOP, ça va où, la date des dernières règles, c'est des choses complexes. Donc, rien que sur la périnate, on est sur, il y a des os à ronger. Ouais. Alors, il y avait un échantillon anonymisé de données de Saint-Malo qui concernait que la CND 14 et 15. Et, combien de variables par l'ensemble des variables ce qu'il fallait pour répondre au sujet, donc la CCM, la CIM10, et puis les modes d'entrée-sortie, les sorties vers les RIA. On n'a pas tout abordé lors du dataton, ça a duré que 48 heures. Ouais, c'est un travail à poursuivre, mais c'est intéressant parce que ça permettrait aussi de passer du cap du DIM et des EDS vers OMOP et de faire quelque chose d'intéressant pour partager des scripts directement sur OMOP et plus sur la donnée PMSI. Puis même pour tous les entreprises de santé, c'est une question qui se pose. Donc, enfin, je veux dire, ça, c'est vraiment un truc qu'on peut diffuser. Si on fait les hôpitaux, on a tout besoin. Alors, la question pour ceux qui sont à distance, la question est concernée sur OMOP. Est-ce qu'on avait vraiment fait quelque chose sur le PMSI? Et donc, on l'a plus que touché du doigt, mais c'est pas terminé. Et puis, on pourrait certainement s'inspirer de pipelines qui ont été faits au niveau du SNDS, je crois. Mais c'est pas vraiment la même chose. Entre le SNDS et les fichiers PMSI, il y a quand même un gap important. Donc, work in progress, on va dire, mais sujet intéressant. Hein. Et la librairie en main, c'est des codes ouverts ou pas? Alors, pour le moment, j'ai ouvert le logiciel libre et le code, j'ai préféré ne pas l'ouvrir pour l'instant. Parce que je sais qu'il y a des effets plus ou moins vertueux au partage. Et voilà, il y a des effets un peu moins vertueux. Comme c'est vraiment performant en Rust, j'ai préféré le garder pour moi, pour le coup, réfléchir à ce qu'on en fait et voir à le partager à des gens avec qui je sais qu'on pourra avancer. Moi, j'ai une question aussi justement sur la communauté d'acteurs qui travaillent avec vous. Au début de la présentation, vous avez listé un certain nombre d'hôpitaux. Produit à date toujours cette communauté d'hôpitaux qui travaille sur cette dynamique de développement d'outils de traitement des fichiers PMSI hospitaliers, où c'est une petite liste d'hôpitaux, même s'il y a que des très belles maisons dans cette liste. Ça se développe, il y a des hôpitaux qui manifestent leur intérêt, pas que des publics. Des hôpitaux publics. Oui, on est beaucoup sur les hôpitaux publics parce que je pense que les hôpitaux privés ont, pour le développement de ces outils, pas exactement le même format que j'ai pas géré, j'ai géré que le public. Mais il y a d'autres personnes qui doivent développer, je le sais, des outils pour les hôpitaux privés. Par exemple, votre intervention avec moi l'année dernière, ça a généré des candidatures d'hôpitaux pour participer. Un petit peu, disons que c'est perlé et quand les gens ont du temps, ils viennent participer. Maintenant, moi je pense que idéalement aussi, un intérêt de la présentation pour rebondir en mode trampoline à votre question, ça serait de dire que peut-être ça serait certainement à des agences nationales de porter ces outils-là en fait. Parce que en partie ça a été fait sur mon temps libre au démarrage. Et du coup, bon, c'est très séduisant de dire qu'on contribue, mais c'est vrai que ce serait assez logique, je trouve, qu'on fasse en sorte que les hôpitaux ne soient pas à la merci d'éditeurs privés, pour une fois, en proposant que les agences nationales maintiennent ces outils. D'autant plus que... Oui. Enfin, Mais enfin, dans tous les cas, que
ça remonte un peu du terrain et que, parce qu'en fait, il y a des gens à l'ATIH qui utilisent beaucoup les données PMSI, c'est exactement les mêmes que celles qu'on utilise nous. Ils font du code pour valoriser l'activité des hôpitaux. Bon, ce code, il devrait peut-être être open source parce qu'en vrai, la République numérique devrait être transparente, un peu comme quand on choisit les Parcoursup. Là, normalement, il y a peut-être des erreurs dans le code, on devrait avoir le droit de le voir. Pour les hôpitaux, c'est peut-être moins évident de dire on répartit comme si les enveloppes, comme ça, et puis de toute manière, avec les dotations populationnelles qui sont en cours, là, on ne comprend plus trop. Mais... Bref. Ah, pardon. Allez-y, allez-y. Parce que du coup, enfin, PMDIR et tout, c'est super, on peut arrêter ces données, peut-être que moi, je fais un travail d'analyse assez poussé. Comment ça, je le communique, tu vois? Comment est-ce que, à travers, comment on participe à l'élimination et à l'enrichissement des algorithmes en partageant le travail qu'on a pu faire avec PMDIR? L'idéal pour partager plus des fonctionnalités avancées qui sont faites en rebond du package, c'est de créer des fonctions comme tu as pu déjà le faire à l'hôpital Saint-Louis, il me semble. Et du coup, et comment faire fusionner ça pour maintenir, soit faire un autre package attenant, trouver un espace d'échange, déjà, je pense que ça, c'est un point important. Zulip ou un chat en ligne. Ça, à mon avis, c'est une étape qui manque. Et c'est pareil, héberger nos conversations sur des serveurs privés, moi, j'en prends pas la responsabilité. Je l'ai tenté, mais il vaut mieux que ça soit proposé par une structure en fait, qui permet qu'on chatte ensemble. Ça, on n'avait pas à l'époque, mais pendant le Covid, ça s'est bien développé. Donc, je pense qu'il y aurait moyen. Et donc, au moins, pouvoir partager, créer cette communauté-là, la faire fructifier et faire d'autres packages, peut-être qui réutilisent ce package, ça me paraît une bonne méthode. Parce que tu chirurgie bariatrique, imagine demain, c'est pas prévu dans les trucs qui sont d'un côté, de travailler un côté de l'eau, de travailler une chaîne, pour me refaire un rapport qui concerne le cadre interventionnel. Et du coup, je l'aurais fait moi tout seul. Alors, il me semble qu'à la PHP, on avait fait un serveur de référentiel de méthode et du coup, il doit être alimenté. Mais moi, c'est vrai que je suis parti à Brest et je ne le mets pas à jour avec les choses que vous faites. Mais cette partie-là n'est peut-être pas assez mise en valeur dans la présentation. En gros, ce que veut dire Rémi, c'est les médecins dîmes se creusent la tête, ils font travailler les statisticiens, paf, c'est fait, et après, pour retrouver la méthode d'une année sur l'autre, plutôt que de la rechercher dans les programmes, on va la chercher dans un serveur de référentiel de méthode qui est embarqué dans le package, là, qui permet de dire cardio-interventionnel 2024, méthode autorisation ARS, et paf, ça sort les chiffres. Et comme ça, on évite de manipuler les codes CCM et de se tromper pour produire les dossiers d'autorisation. Mais ça, on faudrait qu'on trouve un moyen de plus pouvoir échanger là-dessus. Complètement. Et probablement que ces méthodes-là, elles n'intéressent pas que les DIM, en vrai. C'était ça aussi que je voulais dire. Entre autres, les entreprises de médecine. Oui. Alors, pour les deux questions qu'on a eues en ligne, la première c'est « Bonjour Monsieur Pressia, est-ce que les statisticiens de l'ATIH participent avec ou sans vous à des constructions de communs ?» Alors, j'ai quand même l'occasion de temps en temps de parler avec eux de manière un petit peu informelle, puisque je me pose parfois des questions sur comment sont faits les tableaux PMSI, et c'est assez intéressant d'avoir leur retour. Ils dialoguent toujours en code SAS en retour, ils me donnent un peu des clés de compréhension de la méthode, que je retraduis en R ensuite. Et en tout cas, l'idée est bien effectivement d'essayer de partager tout ça avec les personnes de l'ATIH. Maintenant, je ne travaille pas à l'ATIH et je pense que le statisticien de l'ATIH n'a pas forcément toutes les clés pour... c'est pareil, j'ai parlé de liberté, etc. Une agence publique
ne peut pas forcément répondre à l'échelle du statisticien. On échange, mais c'est des décisions qui sont un peu politiques et longues sans doute à prendre. En tout cas, c'est intéressant d'échanger avec eux. Ok. Et une deuxième question qui est, est-ce qu'un ETL Fire est prévu? Issam Kaf. Est-ce qu'un ETL Fire est prévu? Peut-être que si Issan se met à Rust, il pourra le faire. Pour répondre. Et pour redire la réponse encore une fois. Si Issan se met à faire du Rust, il pourra peut-être le faire. C'est un ancien collègue. Ok, réponse c'est en cours. D'accord. Bon. Merci Issan, alors c'est sympa d'avoir partagé ce moment. S'il n'y a pas d'autres questions, moi j'avais une dernière question, c'est de savoir, est-ce que vous avez rencontré des obstacles dans votre établissement pour partager les bibliothèques en open source? Est-ce qu'il y a des personnes qui désapprouvaient ou voilà, qui étaient opposées à la démarche? Ou pas forcément. C'est une bonne question. Maintenant, je les ai faites en partie et pour beaucoup à la PHP, pour répondre factuellement en fait. Hein. Et du coup, je suis parti de la PHP avec ça un peu sous le coude. Et je suis arrivé avec ces outils-là à Brest. Et c'était plutôt un bagage qui intéressait Brest en fait, parce que ça permettait de faire des choses qu'on ne faisait pas avant à Brest. Donc c'était plutôt bienvenu quoi. Mais maintenant, est-ce que le fait de partager, c'est évident dans un établissement, de faire de l'open source? Je pense que par certains côtés aussi, être une façade un peu technologique comme ça, en disant je travaille à Brest, etc., ça peut aussi attirer. Je pense que c'est pas forcément bien d'afficher tout ce que fait l'établissement. Ça peut avoir des limites en termes de cybersécurité, je pense aussi. Mais bon, je me détaille un peu plus. On a fait le tour des questions à la fois en ligne et sur place, donc merci beaucoup. Et on peut poursuivre de l'autre côté, si ça vous va. Et merci à vous. Merci.